Oui, justement, Thierno Je ne Madjou, sais pas si vous avez suivi l'interview. ouais, bien sûr, je l'ai suivi. Je vais d'abord commencer par m'intéresser au style de communication politique qu'a tenu le Premier ministre. Ouais. Est-ce qu'il était clair? Est-ce qu'il était efficace dans sa communication? Est-ce qu'il était charismatique? Est-ce qu'il était captivant? Ouais. Est-ce qu'il était rassurant dans les propos qu'il a pu tenir? De mon point de vue, je dirais carrément non. Je n'ai pas vu un Premier ministre rassurant. Je n'ai pas vu un Premier ministre captivant, charismatique. J'ai vu un Premier ministre qui laisse entendre la non-maîtrise des dossiers ou des sujets qui sont à sa charge en tant que Premier ministre de cette transition. Parce qu'on a semblé voir le Premier ministre dans sa posture, il donnait l'impression de lire les réponses des questions qui lui étaient posées. Au moment où la journaliste voulait poser des questions, lui, il était en train de lire, il avait un discours d'évaluation, il faisait son discours. Oui, sans oublier le fait qu'il y avait un léger décalage quand même qu'il faut préciser, qui était dû à Internet. Mais au-delà de ça quand même, on voyait un Premier ministre qui était plus là à lire les réponses des questions qui lui étaient posées, comme si il y avait une forme de peur à ne pas donner des réponses pour frustrer quelqu'un de là-haut. Ce sont entre autres ce qu'il a laissé entendre de par la posture, à travers son style de communication politique qu'il a pu avoir au regard de cela. Mais il faut dire, dans le fond même de sa communication, il a eu à aborder un certain nombre de sujets, notamment la restauration du dialogue politique, est-ce qu'il a pu avoir cette capacité de pouvoir envoyer tout le monde autour de la table. Il a également été question de la préparation de ces élections pouvant conduire au retour rapide à l'ordre constitutionnel. Quant à la question surtout de la mobilisation financière, il a également été question lors de cette interview de parler également de la liberté de manifester, cette autorisation de permettre à des Guinéens d'exprimer leur position, leur opinion, leur point de vue par rapport à un certain nombre de situations sur la conduite du pays par le CNRD. Donc voici entre autres un certain nombre de questions véritables qui ont été posées au Premier ministre, dont il a tenté de répondre, même si il nous a laissé très perplexes sur beaucoup de sujets. Le premier sujet d'ailleurs qui attire beaucoup plus mon attention, c'est cette question de mobilisation des fonds, la levée des fonds. Vous savez, on est dans une... Il faut rappeler qu'on demande combien de milliards 600 millions de francs, 600 millions de dollars. Et sur les pour un 600 retour à l'ordre constitutionnel. Pour un retour on a pu mobiliser combien? 40 millions de dollars pour le moment, mobilisés sur les 600 millions de dollars. Et vous savez ce qui est important là-dedans, et ce que moi je retiens, pratiquement on a le CNRD qui passe 2 années à la tête du pouvoir, il faut le dire, et maintenant il ne reste que 16 mois. Sur les 2 ans, ils ont pu mobiliser 40 millions de dollars. Et sur les 16 mois qui restent, est-ce qu'ils seront à mesure de nous mobiliser les 560 millions de dollars? Gros point d'interrogation. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de 600 millions de dollars pour retourner à leur constitutionnel? Ça, c'est une autre question. Et justement, j'y arrive. Je pense que c'est un faux débat. J'y arrive. Non, vous savez, ils ont besoin de 600 millions de dollars pour organiser les élections au regard du chronogramme, au regard des activités auxquelles ils ont donné des priorités. C'est justement au regard de ces activités qui peuvent se dire, nous avons besoin de 600 millions de dollars pour organiser nos élections. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Premier ministre, quand même, dans sa communication, ne nous a pas montré le mécanisme à travers lequel la CEDEAO ou les partenaires vont véritablement apporter de l'aide à la Guinée. Sinon que nous dire, la CEDEAO avait signé un engagement avec la Guinée sur la base d'un accompagnement technique et financier. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la CEDEAO ne communique pas par rapport à ça? Parce qu'on ne voit pas la CEDEAO mener des actions pour la mobilisation de ces finances-là. Est-ce qu'aujourd'hui... On est un pays souverain quand même, hein? On est un pays souverain. Qu'est-ce que vous voulez que la CEDEAO vienne en aide? Pendant ce temps, on nous parle de souveraineté. Allez-y, Alphonse, vous n'avez pas la parole. Vous aurez suffisamment le temps de vous exprimer. J'y arrive, en fait, ce que j'ai envie de ressortir, qui à mon avis est très important, allons sur la base du fait que la CEDEAO s'est véritablement engagée de soutenir ou d'accompagner la Guinée financièrement quant à l'organisation de ces élections-là. Maintenant, la question qu'il faut se poser, pourquoi la CEDEAO ne se bouge pas quand on sait qu'à chaque fois que la CEDEAO, les chefs d'État se rencontrent pour discuter, il y a un point qui ne cesse de revenir, un dialogue inclusif. Faites de sorte que ceux qui ne sont pas autour de la table viennent. Est-ce que cela peut être un préalable auquel la CEDEAO tient pour pouvoir mobiliser les fonds et mettre à la disposition de la Guinée? Est-ce que finalement, le CNRD rassure le partenaire qui est la CEDEAO quant à cet accompagnement qui est recherché? L'autre point sur la mobilisation
de ces finances-là également. On a vu le président Alpha Condé à un moment donné, il a pu, quand il a su qu'il n'allait pas bénéficier d'un accompagnement quant à son 3e mandat, il a lui-même pu organiser, donc mobiliser les fonds et organiser cette élection-là. À mon avis, le CNRD à son arrivée devait lancer un signal fort en montrant à cette communauté internationale que nous avons cette possibilité-là de nous assumer et d'organiser notre propre élection. Et aujourd'hui, j'entends par ce gouvernement-là qu'on nous explique des mécanismes clairs, sans compter forcément sur la CEDEAO, et nous dire comment est-ce qu'on va mobiliser l'argent si, encore une fois, on est en train de s'acheminer tout droit vers un glissement qu'on est en train d'entretenir avec un flou total quant à la position qu'on est en train de prendre. Ça, c'est important de signaler. Mais l'autre question également, Tierno, je vais terminer là-dessus, permettez-moi, c'est par rapport à la manifestation. Vous savez, aujourd'hui, le Premier ministre, en étant Premier ministre ici, il y a un certain nombre quand même de liberté d'expression, de droits humains, de liberté de manifester et d'exprimer son opinion qu'il doit garantir et favoriser. Vous vous rappelez que dans sa feuille de mission, dans sa feuille de route, il a été confié au Premier ministre de faire de sorte de ramener tout le monde autour de la table de dialogue pour que ces échanges-là puissent se tenir. Où est-ce qu'on en est par rapport à ce point-là? Gros point d'interrogation, donc on ne parle pas de réussite. Mais de l'autre côté, quand on entend le Premier ministre donner des explications du genre, tout le monde sait c'est quoi le précédent dans l'organisation des manifestations qu'on connaît en Guinée, on ne peut plus se permettre d'autoriser. Donc ça, c'est un aveu pour dire que le CNRD a carrément échoué sur ce sujet-là. Ils n'ont pas d'espoir à ce sujet-là. Ils n'ont pas de stratégie pouvant permettre justement à ce que les gens reviennent dans la rue et manifester pour exprimer leur droit, qui est le droit de pouvoir s'exprimer. Et donc, pour nous, aujourd'hui, le CNRD, jusqu'à ce qu'il quitte la transition, il n'y aura pas de manifestation autorisée parce qu'ils nous ont montré les limites quant à cette capacité à pouvoir encadrer les manifestations. Ce qui est dommage parce qu'à mon avis, aujourd'hui, rien qu'avec une simple volonté politique, on a cette possibilité de permettre aux gens de pouvoir manifester sans qu'on ne connaisse ce qu'on a pu connaître. Cap Sadal Lopifort, GG, bonne arrivée pendant que vous nous suivez du côté de l'Abbé, précisément à Djayabe, où nous émettons à travers la radio Espace Foutaoui. Alphonse Mara, vous avez suivi, j'imagine, cette interview du PM sur RFI. Est-ce une sortie ratée ou pas? Est-ce qu'une sortie TV5, ratée? oui. J'ai envie de dire que quand on évalue le contenu du discours du Premier ministre, ce n'est pas une sortie ratée. Par contre, le service de communication de la primature s'y est mal pris pour organiser cette communication du Premier ministre. Prenons d'abord le cadre dans lequel il a communiqué. Un consultant pour un média, un journaliste appelé aux heures, après des heures de service, aurait communiqué dans le même cadre. Un bureau, un drapeau, la photo du président. En fait, il n'y a aucun cadre. Le cadre ne reflétait rien d'institutionnel. C'est comme si c'est un quelconque citoyen ou un quelconque consultant qui communiquait. Et j'ai du mal à comprendre que des communicants soient à côté de, notamment Abouakar Kamara, qui était un excellent journaliste. Ils sont journalistes. Aujourd'hui, on a un problème. Il y a Tidjane qui me dit, parce qu'il est spécialiste de la communication, il dit qu'il y a tellement de communicants à la primature que c'est impensable de voir le PM se faire traîner ainsi par une journaliste de la sorte. Dommage pour le pays. Justement, en fait, quand j'ai vu l'annonce de la communication du Premier ministre sur TV5, j'étais avec des amis, je leur ai dit, ça c'est une fatale erreur. C'est un désastre. Le Premier ministre Gomu est un excellent cadre, mais un mauvais communicant. Parce que le Premier ministre connaît, il maîtrise sa matière, mais il ne peut pas le véhiculer parce que d'abord il a un souci de langage. Ça fait que quand il prononce certains mots souvent, si vous ne prêtez pas attention, vous ne les comprenez pas du premier coup. Et deuxièmement, cette communication du Premier ministre aurait dû être préparée. En fait, préparée comment? Sur chaque communication que des autorités font, dans la communication publique, il y a des orientations qu'on donne, sans que ce ne soit des réponses écrites. Parce que sur la question spécifique du Niger, le Premier ministre a lu sa réponse. Sur la question spécifique de l'intervention au Niger, le Premier ministre a lu sa réponse qui était sur la feuille sur la table. C'est comme si c'était dicté. En fait, ça seulement, c'était une grossière erreur. En fait, on n'empêche pas... Il pouvait avoir une idée sur la réponse, parce que les questions étaient préparées. C'est pourquoi on lit les orientations. Quand on a une autorité qui est en train de faire une telle communication, on met des orientations pour permettre à la personne dans son discours de structurer. Par exemple, vous mettez intervention, dialogue, en fait, vous mettez les grandes lignes. Mais ça, le rôle d'un conseiller de com sur place. Quand vous faites une réponse écrite,
ça dénature totalement la communication de la personne. J'ai l'impression de voir un discours. C'est ce qui est arrivé dans la communication du Premier ministre, spécifiquement sur la question de l'intervention militaire au Sénégal, au Niger. Pardon, au Niger. Quand la journaliste a demandé, est-ce que la Guinée accompagnerait le front pour soutenir le Niger en cas d'agression? Le Premier ministre a été, voulant être très prudent, et aller à son discours qui était rédigé. Là, c'était une fatale erreur. Maintenant, l'autre chose, je parlais du cadre tout à l'heure. Rien ne reflétait que c'était la communication d'un Premier ministre. Le cadre aurait dû être plus solennel. En fait, ça aurait dû refléter une image d'autorité. Mais c'était, je vous dis, c'était un cadre commun. Comme si c'était un simple consultant qui s'exprimait. Et ça, ce n'est pas la faute du Premier ministre. C'est la faute au service de communication de la primature. Ils n'ont pas joué leur rôle. Le troisième, ils n'ont pas été à la hauteur. En fait, vous parlez de jouer leur rôle. En fait, ils ne maîtrisent pas cet environnement de la communication. C'est des bons journalistes. Il y a des communicants. C'est des excellents journalistes. Il y a des communicants au niveau de la primature. Alors, qui maîtrisent bien. S'il y a des communicants au niveau de la primature, c'est qu'ils ne connaissent pas le niveau de communication d'un Premier ministre. Et l'autre question, Alphonse, si vous permettez, avons-nous besoin d'aller communiquer à l'international avec un taux de pénétration qui est petit, si vous permettez? TV5 Monde, c'est pas capté partout à l'intérieur. Depuis, on avait besoin peut-être d'une télévision, la RTG, Espace TV là. Est-ce qu'on avait besoin d'aller à l'international pour communiquer à marge de CNA avec le taux de pénétration? Est-ce qu'il n'y a pas ce complexe d'infériorité parfois de nos cadres-là? Est-ce qu'ils sont obligés d'aller à France 24, à TV5 Monde? C'est vrai que nous sommes tous des confrères, mais c'est la question que l'on se pose. Pour celui qui nous écoute du côté de Zérikori, à Lola, à Beila, à Koundara, à Labé, où vous pouvez capter la RTG ou Espace TV ou d'autres chaînes de télévision nationale, est-ce qu'il avait besoin d'aller à TV5 alors qu'on ne peut pas capter TV5 dans ces endroits reculés? Justement, ça c'est une autre question sincèrement que je me pose. Ce qu'il faut dire par rapport à ça, premièrement, la TV5 fait partie des chaînes de coutume que nous avons en République de Guinée. Les Guinéens à l'intérieur du pays sont plus enclins, dans certaines zones, à suivre France 24 et la TV5 plus que la RTG. Sauf que ce n'est pas accessible dans toutes les zones. C'est accessible dans toutes les zones où on a canal. Par contre, la RTG, c'est difficile de la capter avec l'antenne locale. Parce que la RTG, depuis un bon moment, n'est pas en République de Guinée. On n'arrive pas à accéder à la RTG avec des antennes simplement locales. Il faut passer par canal. Ce fait a été dénoncé ici plusieurs fois, mais rien n'a été résolu. Quand on a reçu le doyen de la RTG qui était là lors des revendications, il nous l'a dit. Quand vous êtes à Conakry, c'est impossible de capter la RTG à travers une antenne locale simple. Il faut passer par canal, ce qui est dangereux. Et ça, c'est entretenu par des cadres au ministère de la Communication. C'est pas une excuse. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le taux de pénétration, le Premier ministre a le droit aurait dû communiquer sur TV5. Ce n'est pas mauvais de communiquer sur TV5. Mais d'abord, ce que je reproche au service du Premier ministre, cet entretien-là n'aurait pas dû se faire sur un plateau avec un direct. Déjà, la qualité de la connexion faisait qu'il y avait un décalage véritable. Vous avez déjà que le Premier ministre lisait sur certaines questions. Le décalage nous donnait l'impression qu'il écoutait les questions en retard. Parce que quand la journaliste donnait les questions, il fallait attendre quelques secondes pour que le Premier ministre les capte. Donc, cet entretien-là aurait dû être organisé sur place. En fait, on faisait un plateau avec le Premier ministre. On prend un correspondant de TV5 sur place. La rédaction de TV5 lui envoie des questions. Il pose au Premier ministre avec d'autres confrères sur place. Mais ça a été une grossière erreur de prendre un Premier ministre. Qu'est-ce que cela renvoie à l'international, l'image là? Oui, on voit le Premier ministre guinéen avec cette... Parce que moi, je qualifierais d'une sortie ratée. C'est un désastre. Non, ce n'est pas... ce pays, parce qu'on dira que c'est la Guinée, c'est le Premier ministre guinéen. Vous imaginez un Premier ministre avec une interview. Il y a des questions subsidiaires. Vous savez, même si on prépare les questions, parfois il y a le journaliste qui pose des questions en fonction des réponses de l'invité. Justement, mais si vous êtes obligé de chercher le papier pour répondre, sincèrement, je pense que c'est un désastre quand même de voir ça. C'est une honte, il faut le dire. Ce n'est pas un désastre tant que ça. Ce n'est pas un désastre. Est-ce le contenu des... Non, attention. Est-ce le contenu... Écoute, Madjou, il y a, dans l'analyse des discours, il y a le contenu, il y a le cadre. Le cadre n'était pas bon. Ça ne ramène pas une bonne image. Mais est-ce que le contenu du discours du Premier ministre était important? Oui, c'était important. Sur certaines... où il a passé son temps à fuir les réponses aux questions. Justement, où les réponses attention. Le Premier ministre a fui des réponses et des questions, oui. Mais ce n'est pas comme s'il disait on reporte cette question à plus tard, non. Il a donné ses réponses à lui pour pouvoir permettre aux journalistes de rester dans
dans son idée. Parce que la question sur le Niger, parce que c'est la question qu'il a le plus fui. Quand on a demandé si la Guinée interviendra militairement au Niger, le Premier ministre est resté sur la promotion du dialogue, l'appel à la paix et à l'unité. En fait, ce n'est pas un désastre. Attention, attention, attention. On pose des questions, tu ne réponds pas, tu fouilles les questions. Non, attention, ce n'est pas une fuite de questions. Arrêtez d'entretenir la médiocrité. Madjou, attention, je suis en train d'analyser en tant que spécialiste en communication. Le Premier ministre n'a pas fui la question. On a des experts ici. Hein. Et ça seulement, c'est ça seulement mon domaine. D'accord. Je n'ai pas été meilleur journaliste, mais en matière de communication, je peux concurrencer qui le veut. Et je reviens sur ce pan du discours du Premier ministre. Ce n'est pas une fuite. Attention, le Premier ministre aurait été en danger s'il prenait un engagement pour le compte de la Guinée. Parce que sa communication hier, c'est comme s'il parlait pour le compte de la Guinée. S'il disait hier, ah oui, le régime guinéen ou non, l'autorité guinéenne prendra les mesures idoines contre la CEDEAO pour aller intervenir au Niger, je vous assure que la même nuit, on lui aurait débarqué. Mais sa communication était prudente. Il a évité la question en faisant... Sur le sujet Niger, justement, Maurice Sanda a donné une position contraire à celle du CNRD. Maurice Sanda n'a pas le même poste que le Premier ministre. La question, le discours du Premier ministre est un discours de prudence. Il appelle au dialogue, au calme, à la promotion de la paix au Niger. En fait, c'est un discours simplement prudent. C'est un discours prudent. On va avancer. En utilisant ce discours-là, sa réponse a permis de ne pas mettre la Guinée dans une posture d'affront contre la CEDEAO, qui est le partenaire qui doit financer les élections prochaines. Et deuxièmement, ça permettait de renvoyer un message de paix vers nos frères du Niger. Et ça, c'était une réponse intelligente. Le seul malheur dans cette réponse-là, c'est qu'il est allé lire la réponse sur un papier. Et c'est ce qui était dangereux. Donc, le contenu du discours du Premier ministre n'était pas un problème. Vous avez déjà dit ça. Mais le cadre était désastreux. Le cadre était désastreux. Parole d'Alphonse Mahra. Si vous permettez, on va suivre un extrait de cette interview. En quelques minutes, on revient juste après dans cette émission dans le Before GG sur Radio Espace et Espace TV. Pour le moment, nous sommes dans un processus dynamique pour la mobilisation des fonds. Pour le moment, nous avons des partenaires qui sont effectivement intéressés à accompagner la Guinée. Nous continuerons à échanger avec ces partenaires, mais en tant qu'État, nous avons déjà nous-mêmes proprement mobiliser 40 millions de dollars pour faire avancer le processus du chronogramme de la transition. Et comme vous savez, nous avons signé un accord avec la CEDEAO et il est expressément mentionné dans cet accord que la CEDEAO doit venir en appui de façon conjointement pour que les partenaires puissent nous accompagner à financer cette transition. Je suis surpris d'entendre que M. Cellou Dalein Diallo demande des garanties. Pour moi, M. Cellou Dalein Diallo est libre de revenir en Guinée comme il le souhaite. Et à ma connaissance, il n'y a pas un mandat d'arrêt contre M. Cellou Dalein Diallo. Ce qu'il faut retenir, il faut savoir que si M. Cellou Dalein Diallo a les démêlés avec la justice guinéenne, qu'il vienne s'exprimer autour de cette justice. Mais moi, en tant que Premier ministre chef du gouvernement, je n'ai pas de prise sur les dossiers judiciaires. Sylvie Babila, nous avons écouté un extrait de l'interview du Premier Bernard Gomou. Quelle lecture faites-vous de cette intervention et son intervention par rapport à la mobilisation des fonds et sur le cas de Cellou Dalein Diallo? Avant d'en arriver là, Madjou, il faut permettre que je porte au moins le regard sur la forme de cette interview avant d'en venir au contenu. Ça m'est paru très ridicule, comme Emma aime à le dire souvent, que même les étudiants en première année droit savent, n'est-ce pas, ce B.A.B.A, ce ABCD du droit, en parlant bien entendu de la justice. Donc, ceux qui sont spécialistes de la communication aussi savent que même le B.A.B.A du domaine, ceux-là qui sont au bas de l'échelle, c'est-à-dire qui sont en première année communication, savent que sur la forme, c'est une communication totalement ratée. Voyez-vous le décor?
On a enlevé la télé qui était accrochée au mur. On laisse l'imprimante comme si... J'ai l'impression que c'est sur cette imprimante que les réponses ont été imprimées et être remises, n'est-ce pas, au Premier ministre. D'accord? S'il vous plaît, Alphonse. Mais encore une fois, même Zelensky qui se trouve en guerre, dans son bunker là-bas, c'est communication. Le décor, il est mieux que ce qui a été présenté à la télé hier. C'est une honte. Allez-y voir sur la page Facebook de TV5. Pour voir allez-y lire les commentaires qu'il y a en dessous de cette interview. Eh bien, ça fait honte à cette République qui a en tout cas, qui mérite mieux que ça en tout cas, qui mérite vraiment mieux que ce qui nous a été vendu hier. Et donc, partant de cette forme, est-ce que sur le fond, l'objectif recherché a été atteint? Je dirais non. Complètement raté. En fait, la sortie a été faite pour vendre l'image de la transition, pour donner une très belle image à la transition. Finalement, cette interview a écorné l'image de la transition et a même tué l'image de notre République. Babila, arrêtez un peu. Premier ministre, attention, c'est mon avis. Allez-y, Premier ministre, chef du gouvernement, qui sort pour une telle interview, l'impréparation, on constate, la non-maîtrise, n'est-ce pas, du sujet, on le constate. Eh bien, sur tous les angles, toutes les formes d'analyse qui se rapportent à cette interview-là, du point de vue vraiment objectif, en tout cas sur un plan objectif, sincèrement, vous vous direz que ce fut un échec parce que tout simplement, ça n'a rien apporté, aucune valeur de plus ajoutée justement aux acquis de la transition. Première question sur le Niger, qu'est-ce qui a été répondu? Sincèrement, qu'est-ce que vous retenez qui colle vraiment à la question qui lui a été posée? Mais il s'est voulu prudent. Prudent, d'accord. Il s'est voulu prudent. On avance. Donc vous avez compris, le journaliste, la journaliste est même revenue sur cette même question, sous un autre angle. C'est la même réponse écrite qui était sur papier que le Premier ministre a relu. Et d'ailleurs, même cette lecture-là, en répondant ça, il prenait un engagement pour le compte de la Guinée en disant que la Guinée va intervenir ou en disant que la Guinée n'interviendrait pas. C'était pas la question. On va avancer. Quoi qu'il en soit, même cette réponse, même la façon de lire la réponse. D'ailleurs, après les premières questions, on a vu le Premier ministre dégager les premières feuilles. Pour mettre ça de côté, c'est-à-dire la réponse était donnée, on met de côté. C'est vrai, les interviews avec les personnalités, ça se prépare. On donne le canevas. Il y a un coaching qui se fait à ce niveau-là. Il n'est pas un spécialiste de communication, mais CAPS sait, au même titre que moi, que là, pour des communications comme cela, les questions étant données, même si les réponses sont écrites, on aide le Premier ministre à être dans l'esprit de la réponse, à ne pas lire textuellement avec des la réponse qui est écrite. Avec des il faut juste être dans le canevas, il faut juste être dans l'esprit de la réponse qui est donnée, mais ne pas lire textuellement tel que écrit devant nous. C'est la même chose, beaucoup de gens ne l'ont pas remarqué. Le tout premier discours de l'an du président de la transition, c'était comme cela. Les réponses étaient écrites sur un écran. En fait, il y avait un prompteur, les réponses étaient sur un écran. Il était en train de lire. D'accord? Non, l'interview, plutôt, je vais dire, l'interview qu'il a eu à faire avec les Abakar, Adel Camara, c'est ça? Adel et Moïse. Et donc, cette interview, les réponses étaient écrites sur l'écran. D'accord? Mais hier... On peut bien avoir des réponses, mais faire semblant avec des gestuels quand même. C'est un bon cadre qui a été mal vendu hier. Un très bon cadre, un technicien qui a été très très mal vendu hier. Même si on n'écrivait pas les réponses Goumou que nous connaissons, on peut ne pas comprendre le langage, n'est-ce pas, comme il le dit, ou la prononciation de certains mots, mais il aurait fait mieux, il aurait donné de très bonnes réponses si on ne l'avait pas soumis à de tels exercices, à la lecture des éléments de réponse. Je pense que ça a été de très mauvais conseils. À partir de maintenant, je pense qu'il ne doit plus jamais se prêter à un tel exercice parce que tout simplement, sa communication qui avait pour objectif de vendre l'image de la transition, qui avait
pour objectif en tout cas de lui, n'est-ce pas, montrer son charisme, montrer qu'on a un Premier ministre digne du nom, franchement, c'est passé à côté parce que même les élèves qui suivaient ça hier, ils disent notre Premier ministre, si c'est comme cela, c'est un médiocre, alors qu'il ne l'est pas. Les circonstances ont fait de lui un médiocre, les circonstances lui ont vendu dans le mauvais sens, et bien finalement, c'est l'image de notre pays qui est écornée. Sincèrement, j'ai été très révolté de voir ça à la télé, et sur les 40 millions, les 40 milliards ou 40 millions, combien 40 millions de dollars dont on parle. Je renvoie la question à monsieur le Premier ministre. C'était justement lors de la présentation du programme de référence intérimaire, comme ils le disent, intérimaire, eh bien, il a, en parlant bien sûr de l'évaluation du budget, n'est-ce pas, de l'évaluation budgétaire en cohérence avec le cadre macroéconomique qu'ils ont élaboré sous cette transition, le Premier ministre est allé jusqu'à dire qu'il y a plus de 90 milliards de francs guinéens, et soit 10 227 millions de dollars qui sont en tout cas consacrés à cette période. Mais au-delà, qu'est-ce qu'il dit exactement? Le Premier ministre nous dit que pour l'organisation des élections, qu'il y a 400 milliards qui vont dans la préparation des élections. 400 milliards. Il l'a dit, il a été clair là-dessus. Parce qu'il dit, pour la mise en œuvre du chronogramme de la transition, il a fait savoir que 97 milliards allaient être affectés au recensement général de la population et 400 milliards à la préparation des élections. Des 400 milliards à la préparation des élections, on se retrouve avec 6 000 milliards de francs guinéens, soit 600 millions de dollars. Je ne sais pas d'où est-ce qu'on a procédé à cette évaluation. Et les 400 milliards annoncés sont où? Point d'interrogation. Allez, j'imagine que vous ne partagez pas le même point de vue que Babila. Félix Milimono, contre-argument. Espace, le Bifort DGG, le contre-argument. Allez, oui, vous, Félix Milimono. Alors, moi, ce que je veux dire, je ne partage pas forcément l'avis avec Babila. Vous savez, sur tous les plans pas sur tous les plans. Vous savez, une bonne communication peut nous maintenir, peut nous envoyer au sommet, mais est-ce que cette bonne communication peut nous maintenir? C'est important de se poser la question. Moi, je ne vais pas amputer cette ratée médiatique au Premier ministre. Je crois que tous ceux qui ont participé à la préparation de cette interview devraient être tout simplement virés. Virés. Parce que nous journalistes, même avec les cadreurs que nous avons ici, ne pouvaient pas offrir un tel décor, même à un journaliste qui par exemple, moi qui fais week-end politique sur le terrain, on ne pouvait pas me servir un tel décor. Je pense que c'est du sabotage. Parce qu'en réalité, c'est le Premier ministre. C'est une grande fonction. Et il faut mesurer aujourd'hui, comment dirais-je, l'enjeu. Nous sommes en période de transition. Et donc, il faut prendre tout avec beaucoup plus comment dirais-je, de quintessence. C'est l'image du pays quand même. Hein. C'est l'image du pays au-delà. Mais on part déposer... Est-ce qu'il y avait le drapeau à côté même? Oui, il y avait le drapeau. On part déposer... Il y avait l'écran qui a été... On part déposer un Premier ministre dans un couloir, on décroche l'écran, et puis le mur est très sale, je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, c'est pas dans un couloir, c'est quand même dans son bureau. Non, je suis... Bien, allez-y, continuez. Non, c'est pas un magasin, c'est pas son bureau. On va continuer, s'il vous plaît. Du Premier ministre, s'il vous plaît, c'est lamentable. Vous avez dit que ce n'est pas un magasin. Maintenant, vous allez continuer. Allez-y, Félix. S'il vous plaît. Emmanuel, si c'est le bureau du Premier ministre, c'est quand même lamentable parce que ça ne reflète vraiment pas le statut de Dr Ben Agoumou. Je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont participé à la préparation de cette interview devait tout simplement virer. Parce qu'en réalité, c'est un sabotage. Le Premier ministre n'est pas... C'est vrai. Lui, en tant que responsable aussi, en tant qu'intellectuel, il va veiller à ça. Mais en réalité, ce n'est pas son rôle. Il y a des gens qui devaient préparer cela. Je pensais que vous aviez un contre-argument. Écoutez, j'en viens au contre-argument. Vous êtes dans la même lancée je veux d'abord bien entendu parler du cadre de ceux qui ont préparé. Évidemment, de ceux qui ont préparé l'interview. Vous voyez où on a décroché la télé et vous voyez l'imprimante à côté. Et l'armoire qui est là. L'armoire qui est là. Mais c'est pas un décor, ça. Je me rappelle, moi, avec des interviews, avec Week-end Politique, mais avec les politiques que nous avons, si on fait le plateau, on le fait très bien. Et quand ça sort à la télé, c'est très beau à voir. Je me rappelle d'une interview qu'on a fait avec Dr Faya. Le cadre n'était pas bon. On n'a pas fait passer à l'antenne parce qu'en réalité, le décor n'était pas du tout bon. Je crois que c'est important pour une institution de prendre tout cela en compte. Maintenant, ce que je veux dire... Revenons sur le fond. Pour revenir sur le fond, je crois qu'il ne faut pas
comment dirais-je, peindre en noir peut-être. Même pas tout peindre en noir. Il ne faut pas penser que le fait que le Premier ministre ait raté sa communication, que tout était mauvais. Non, que tout n'est pas mauvais en réalité. Qu'est-ce qui était bien? C'est une communication qui a été ratée. Qu'est-ce qui était bien? Alors, il ne faut pas, la communication n'est pas un vecteur en fait, ce n'est pas un indicateur par lequel on peut mesurer peut-être la compétence ou le rendement que peut avoir un individu. En termes de leadership, la communication est très importante, mais forcément, combien de chefs d'État avons-nous ici qui n'arrivaient même pas à tenir un discours? On a eu Alpha Condé ici, il te dit en haut et puis il met sa main en bas. Alpha Condé, ce n'est pas un grand orateur. Vous en conviendrez avec moi. Donc, on a eu le général. Donc on va s'en tenir à avoir on a eu le feu général Lansana Conté. Allez, il y a eu des discours d'Alpha Condé ici. Est-ce qu'il nous a déjà servi un tel discours? On a eu. Allez, s'il te plaît. Allez-y, Félix. Il faut partir revoir les discours d'Alpha Condé. Il faut aller revoir les discours d'Alpha Condé. Je le dis et je le réitère. Alpha Condé n'est pas un grand orateur. Ça, il faut le dire. C'est un bon leader, peut-être un bon politique. C'est pas parce qu'on n'a pas eu des anciens présidents qui sont des bons orateurs qu'on va continuer avec des discours pareils. Je prends aussi l'exemple sur le feu général Lansana Conté. Ce n'est pas un grand orateur. Ce que je veux dire, la sortie ratée ou cette interview ratée de Dr Bernard Goumou, on ne lui impute pas. C'est son équipe qui a fait très mal le travail. C'est un bon cadre, il faut le dire. Bien, allez, oui, Emmanuel, rapidement sur la question. C'est vrai j'ai envie qu'on revienne sur le fond quand même également. C'est vrai que tout le monde s'accorde comme quoi c'était une interview ratée vu la forme, mais au fond, quand il parle de la mobilisation des fonds, quand il parle des opposants qui ne sont pas dans le pays. Faut quand même préciser que Alpha Condé disait parfois scrupuleusement, pour parler de scrupuleusement. Mais ça, c'est une parenthèse. Moi, je voudrais juste dire quelque chose sur la question de la forme, rapidement. Moi, je ne partage pas forcément le même avis. Je pense que si d'autres ont besoin à ce que tous les armoiries soient présents dans un décor, le décor, d'autres peuvent opter pour la sobriété. Et je pense que c'est ce que le PM Goumou a essayé de faire. Il a opté pour la... Attendez, vous, plaît, vous avez eu le temps de parler. Allez-y. Vous avez eu le temps de parler. Allez-y, Emmanuel. Personne ne vous a dénié ce droit-là. Donc, je persiste et je précise que pour moi, il a opté pour la sobriété, c'est-à-dire ne pas s'encombrer, d'autant... Attendez, non, s'il vous plaît, arrêtez de perturber. Allez-y, vous avez un monsieur... Ne l'écoutez pas. Vous avez un monsieur qui est dans... Emmanuel, quand il dit ne voulait pas s'encombrer, j'aurais bien compris qu'il soit dans un cadre où il était plus à l'aise. Mais il est à l'aise, il est dans un bureau. Le Premier ministre était coincé. Il est dans un bureau. La table de travail du bureau et l'armoire qui sert de rangement des documents. En fait, c'était pas de la sobriété, c'était de l'impréparation. Entre parenthèses. Allez-y. De toutes les façons, moi je réitère, je persiste et signe qu'il a opté pour la sobriété. Nous avons l'image du président qui est une image solennelle. Nous avons ce drapeau-là. En dehors de cela, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette des guirlandes, qu'on mette des fleurs ou qu'on mette des feux de lumière ou des jeux de lumière? Personnellement, je pense que sur la forme, sur le décor, il n'y a pas à estimer qu'il y a eu l'apocalypse dans la communication du Premier ministre. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire sur le format, j'entends bien qu'on dise qu'on aurait bien voulu qu'il s'exprime dans un autre format, soit une adresse solennelle dans laquelle il reviendrait sur tout ce qu'il a pu accomplir de manière exhaustive, de manière concrète, tangible, avec des chiffres. Vous avez vu, par exemple, je crois que c'était en décembre 2022, devant le Conseil national de transition, il était revenu sur la politique générale du gouvernement. Qu'est-ce qui a été fait depuis qu'il est là par rapport à cela? Puisque cette déclaration-là intervient, je crois, 3 mois après sa nomination. Ça voudrait dire que c'était plutôt une sortie, une intervention qui devait faire un bilan, plutôt une communication holistique sur l'ensemble des axes sur lesquels il a eu à travailler. Plutôt que de lui infliger de répondre à des questions de manière parcellaire, il aurait pu prendre le temps de rédiger quelque chose de plus exhaustif qui prenne en compte toutes les actions qui ont été menées par le Premier ministre depuis qu'il est venu au Palais de la Colombe. Sur cet aspect-là, je suis parfaitement d'accord. Maintenant, sur le contenu,
à proprement dit. Naturellement, sur la manière, Dr Bernard Goumou, c'est pas Aristote, c'est pas Socrate, c'est pas quelqu'un qui est reconnu comme étant assez loquace, assez volubile. C'est quelqu'un, naturellement, c'est un technicien. Vous parlez à quelqu'un qui a un MBA, hein, qui, oui. Non, c'est pas pareil. Et ce n'est pas seul, il a aussi un DBA. Voilà. Emmanuel, revenons sur le contenu. Un directeur. Sortez de ce cadre-là. Vous êtes en train de faire de la yétémaphantologie. Sortons, allons sur le contenu. Non, mais c'est important. Non. S'il vous plaît. Non, c'est important. Donner des cours à ceux-là qui allons sur le plongé le Premier ministre restons dans le cadre. Non, c'est important. Ramenez-nous dans le studio. Je suis pas. Allons dans le contenu. Non, je suis toujours dans le studio. Et c'est important de le préciser parce que j'ai vu des gens voués aux gémonies, cloués au pilori le Premier ministre, remettant ses aptitudes intellectuelles. Je pense qu'il faut savoir raison garder à ce niveau-là. Oui, personne n'a nié je ne parle pas de vous dans ce studio. Je ne parle pas de vous dans ce studio. Je parle de l'opinion. On est en train de perdre du temps là. Ceux-là qui ne le connaissent pas, parce que cette interview c'est au-delà de la Guinée, c'est pas fait pour la Guinée. Madou le disait, c'est pas un média national, c'est un média international. Donc la communication n'est pas faite pour la Guinée. Qu'on se rende compte alors, qu'on sache que c'est clair et net que cette communication, pour ceux-là qui ne connaissent pas Goumou, qui ne savent pas que c'est un docteur, qui ne savent pas qu'il a un MBA ou quoi d'autre encore, ces gens-là diront que c'est un cadre nul. Sur le contenu. Maintenant, moi, non, sur le contenu, je reviendrai rapidement. J'ai juste voulu préciser que contrairement à ce qui se disait dans l'opinion publique, qui estimait que, au regard de sa sortie ratée, que c'était un piètre intellectuel. J'ai voulu juste repréciser ça. Je n'ai pas dit que dans ce studio, quelqu'un a eu à tenir ce genre de propos. C'est pas l'image que l'on renvoie. Absolument. Maintenant, moi, sur le contenu, sur la communication du Premier ministre, je l'ai dit tantôt, c'est que lorsqu'on prend par exemple la question sur le Niger, il y a une position de principe qui a été adoptée par le CNRD. Qui est le Premier ministre, hein? Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le CNRD est l'organe de décision de la transition. Donc qui est le Premier ministre pour dire autre chose qui va au-delà de ce que le CNRD a eu à dire? Donc c'est pourquoi, pour des questions de prudence, quand on sait que même si c'est un Premier ministre, il est assis sur une chaise éjectable, ça veut dire que selon le bon vouloir du colonel Mamadi Doumbouya, il peut l'enlever là-bas ou le maintenir. Donc il était important, mais aussi sur la question de la dynamique qui est en train d'être suivie par le CNRD, quand on sait que notre transition par rapport à la transition nigérienne a toujours montré comme si elle marchait sur des œufs. Donc c'était important que cette posture de la prudence puisse être observée. Maintenant, sur la question du dialogue, moi j'aurais pu mieux attendre du Premier ministre. Parce que l'un des objectifs, en tout cas en termes de priorité qui lui était assigné en venant à la primature, c'était la question du dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, il a pu résoudre ce problème-là? Je pense que non. Là-dessus, et vous voyez que la réponse qu'il donne, elle est totalement parcellaire. Il était question pour lui de ramener tous ceux qui ont refusé de venir autour du cadre de dialogue, que ceux-ci-là reviennent à de meilleurs sentiments. Mais après avoir fait libérer les Fonike Mengue et autres, on n'a plus entendu parler de la suite de ces pourparlers-là. Et qu'est-ce que le Premier ministre a fait pour continuer à garder le contact et faire en sorte que ceux qui ne sont pas forcément d'accord reviennent autour de cette table de dialogue? Rapidement, avant de partir avec nos obligations commerciales. Alors, on a écouté le Premier ministre. Moi, d'abord, à mon avis, en tant que Premier ministre guinéen, quand il s'agit de faire un bilan de ces 1 an, il pouvait, si c'était pour une lecture, il pouvait prendre son discours, partir à la RTG, faire la lecture du discours de ce qu'il a fait en une année, expliquer aux gens. Mais accorder une interview à un média étranger et se mettre à lire, ça c'est compliqué. Il y a une différence entre une interview et un discours. Il faut distinguer cela. Et ça avait tout l'air comme si c'était un discours qu'il était en train de lire et non une interview. Là, de ce côté, c'est la communication. C'est la communication. C'est la communication. S'il vous plaît, Emmanuel, s'il vous plaît. À la lourde, s'il vous plaît, terminez. Elle va finir, vous avez fini. Elle ne vous a pas interrompu. Emmanuel, s'il vous plaît, allez-y. Alors, je t'apprends qu'il y a une Si vous faites comme ça, je serai obligé de laisser les autres vous perturber. C'est aussi simple que ça. Allez-y, allez-y.
entre une permettez-la, on est obligé de gérer le temps. Il y a une différence entre une interview et un discours. Si c'était pour faire un bilan de ses activités en une année, depuis qu'il est venu à la primature, il pouvait venir nous lire le discours, les gens allaient l'écouter et puis c'est fini. Mais quand vous êtes prêt, quand vous accordez une interview, vous devez être à mesure quand même de répondre aux questions. Vous ne devez pas être esclave de ce qui est écrit. Même ceux qui ont fait le lycée dans les dissertations et tout, vous faites vos recherches, vous venez, mais vous détaillez avec des gestuels. Vous détaillez, vous écrivez juste les grandes lignes. Vous n'êtes pas là pour faire une lecture, expliquer à chaque fois. Quand on vous pose une question, il faut fouiller le papier. Non, fallait faire alors un discours. On donne à TV5 pour diffuser. Mais sur le contenu également, il dit qu'en tant que Premier ministre, je ne sais pas, qu'il ne va pas s'immiscer dans les dossiers de justice. Et quand il parlait du cas de Cellou Dalein Diallo, moi je m'inscris en faux parce que s'agissant de la libération des Founike Mengue et tout, il y a eu quand même des démarches dedans. Donc le cas de Cellou Dalein Diallo, il dit que rien ne l'empêche aujourd'hui de revenir, il n'y a pas de mandat d'arrêt. Mais quelles sont les garanties? Est-ce qu'en tant que Premier ministre aujourd'hui, il a pris des garanties pour favoriser le retour? Oui, il dit qu'il n'a rien à voir. Là, moi je ne comprends pas quand il nous dit qu'il n'a rien à voir dans les dossiers de justice. Je ne comprends pas cela. Et sur le cas du Niger aussi, il était là à rappeler toujours le communiqué du CNRD. Mais même le contenu du communiqué du CNRD là, il n'arrivait pas à expliquer à la journaliste. C'est pourquoi, si vous avez constaté, elle est revenue plutôt 2 fois sur la question. C'est mon avis, Emmanuel, vous aurez votre droit de réponse. Et il a parlé également du dialogue. Sa mission, ça a été rappelé ici, c'était de ramener tout le monde. Mais jusqu'à présent, une année après, il n'est pas capable encore, il n'a pas été capable de ramener les gens autour de la table du dialogue. On est là tous les jours à nous dire que oui, le dialogue il est ouvert, c'est continuel. Les manifestations aussi, ça revient au gouvernement d'organiser, de sécuriser. On ne peut pas nous dire que parce qu'il y aura des troubles à l'ordre public, on va caillasser les véhicules des uns et des autres. Ça revient à l'État de sécuriser. Il faut que tout le monde... Il faut autoriser les manifestations et les sécuriser pour ne pas qu'il y ait justement ces cas de violence. Allez, on va marquer une pause de temps. J'espère que vous n'allez pas vous répéter quand même. Non, je ne me répéterai pas. C'est justement pour apporter une précision quant à la sortie du Premier ministre. Beaucoup dans ce studio-là, on parle de la forme. Quand on parle de la forme, on nous a souvent rappelé, je rappelle cette affirmation qui nous dit que tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Sauf qu'hier, à travers la communication du PM, on sent qu'il n'avait pas, il donnait l'impression de ne pas avoir une parfaite maîtrise des sujets dont il était en train de parler. Parce que des fois aussi, on peut t'imposer un format et donc la peur de ne pas être à la hauteur ou d'être critiqué après sa communication par le haut lieu l'amène justement à adopter cette posture-là. Et ce qui est important également qu'il faut ressortir dans la communication du PM, vous savez, quand on prend la communication pour parler devant en tant qu'autorité du genre, il y a un certain nombre de charismes qu'il faut avoir. Et ça, c'est même pas les mots que vous dites qui comptent dans la communication. Le marketing des mots, c'est l'emballage des mots que vous utilisez, non pas les mots eux-mêmes. C'est là où on parle du verbal et du non-verbal et du paraverbal. C'est là où ça se joue. Et donc finalement, ce n'est que 7% de la communication qui est en lien avec le langage verbal. Les 93%, c'est dans le non-verbal et le paraverbal. Et à ce niveau-là, le PM s'est complètement raté sur ce sujet-là. Maintenant, s'il faut venir dans le fond même de son intervention, il y a quand même un pan qu'il faut rappeler, qui à mon avis est très important. C'est justement quant à l'organisation des élections, parce qu'aujourd'hui, la réussite, la finalité de toutes ces différentes actions-là nous mène vers l'organisation des élections. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'on n'a aucune stratégie pouvant permettre de lever des fonds, sinon que se rester derrière l'argument que le partenaire a signé un engagement avec nous, et donc il faut regarder le partenaire, et c'est une forme, attention, c'est une forme de finir par légitimer le report des élections et donc le glissement auquel on peut faire face. Donc il faut savoir raison garder, il faut savoir s'y prendre. Allez, on a déjà un invité au bout de la ligne, mais en attendant rapidement Alphonse, il va patienter juste cette communication 30 secondes. du Premier ministre, bien que critiquée en Guinée à l'étranger, peut être corrigée. C'est le lieu pour l'équipe de communication du Premier ministre de préparer un plateau d'interview sur les 1 an du Premier ministre. Et ça, avec les médias locaux. Il faudrait qu'on mette mercredi, ça va être le 23, le mercredi après-demain, il semble qu'il y a une conférence de presse prévue. Justement, ça ne doit pas être une conférence de presse parce que les questions-réponses dans une conférence de presse, le Premier ministre ne peut pas s'y prêter. Et on sait, il y a des questions qui ont été posées sur le plateau, qu'il a élucidées, qui reviendront encore dans cette interview. Donc, s'il vous plaît, permettons d'aller parce que lui, il est sur la route. Il s'est arrêté. En fait, pour finir rapidement là-dessus, aujourd'hui, il y a assez de consultants en communication ici. Il y a des spécialistes en relations publiques.
il y a en fait, des docteurs en communication qui peuvent coacher le Premier ministre. Même pas pour sa carrière de Premier ministre, mais pour le futur. Bien. Mais il est urgent qu'on organise un plateau. Il faut surtout éviter une conférence de presse avec le Premier ministre. Bien. Éviter une conférence de presse et aller vers un plateau de journalistes locaux. C'est plus important pour sauver sa communication. Bien.